si je vous ramène un peu, parce que ça veut nous emmener très loin, puis on ouvre des tiroirs que manuscrits trouvés à Saragosse, donc on va très loin. On peut ouvrir tous les tiroirs. Est-ce qu'on peut revenir au tiroir? Qu'est-ce qu'on fait de la mémoire, entre guillemets, du procès Eichmann, et qu'est-ce qu'on fait de Mein Kampf, selon vous? Alors, vous êtes deux questions un peu plus précises. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi je suis très inquiète en ce moment, parce qu'il y a la situation en France, mais il y a la situation en Croatie, avec un ministre de la Culture négationniste, révisionniste. Il y a la situation en Pologne, il y a la situation en Hongrie, il y a la situation en Slovaquie. Et on voit partout monter une droite qui est antisémite. Je ne sais pas comment c'est dans votre milieu, mais moi j'entends des choses que je n'entendais pas il y a quelques années, de la part de gens qui ne sont pas forcément d'extrême droite, mais on sent très bien qu'il y a une forme pas d'antisémitisme, mais que... Une parole libérée. Oui. Il y a une parole libérée. On trouve quand même que les Juifs, ils ont quand même beaucoup fait suer avec leurs histoires de mémoire de la Shoah, et que ça soulage quand même d'en parler moins. Au barreau, j'ai l'impression, pardon, c'est une question que je me pose souvent, mais qu'on est relativement préservé et qu'on est moins atteint de la société française. Je me dis ça sous le contrôle de mes confrères. Et il y a aussi autre chose, et je me demandais si ce n'était pas un effet pervers de cette mémoire. Elisabeth Badinter, je crois que c'est dans le film très intéressant qui a été fait sur le procès de Charlie, le documentaire. Elle dit, ou dans autre chose, elle dit finalement, quand on tue des Juifs, les gens ne sont pas tellement étonnés, ça semble presque normal. Et c'est vrai que quand on regarde les réactions à Ilan Halimi, je n'ai pas été manifesté non plus, à Mohamed Merah, et même l'hypercachère qu'on oublie de temps en temps en disant on a atteint la liberté d'expression avec Charlie. Donc les morts de l'hypercachère, on les rajoute un peu par... Pour qu'on les oublie pas. Pour qu'on les oublie pas, quoi. Voilà, donc il y a ça. Il y a le temps qui passe. Donc le temps qui passe, 70 ans, libération des droits, mais c'est aussi un éloignement de la mémoire vive. L'aîné de mes petits-enfants est en première, ses grands-parents sont nés après la guerre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas dans la famille de récit de guerre, quel qu'il soit, vivant. Ma mère nous racontait comment il n'y avait pas de bas, comment elle se peignait, en dehors des choses atroces, comment elle se peignait la couture, enfin, la guerre était présente. La guerre, nous étions les contemporains de ceux qui avaient vécu la guerre dans les très petites choses, comme dans les grandes tragédies, parce que chez moi il y avait aussi des grandes tragédies, mais c'était plus ces petites choses, comment avec l'étoile jaune, elle passait devant tout le monde pour la queue au cinéma, enfin des choses un peu ridicules, enfin ce qu'on raconte en famille, de souvenirs comme ça, donc il y a le passage du temps. Le procès Eichmann avait créé finalement le personnage du témoin. L'histoire va être racontée par celui qui a survécu. Et vous savez très bien quel a été le rôle de ces survivants, notamment dans les écoles. C'est quelque chose qui va être aussi... qui va se terminer, qui se termine déjà. Les voyages à Auschwitz, quand les gens étaient accompagnés par un survivant, c'était autre chose. Maintenant c'est terminé, ils ne veulent plus faire ils sont fatigués, ils ne font plus le voyage. Voilà, donc il y a cette question du passage du temps. Donc je ne sais pas, bon nous on travaille, les historiens c'est notre métier, donc on travaille, on essaye de travailler convenablement, mais dans l'espace public, moi ce qui me frappe c'est qu'il y a la réédition de Mein Kampf prévue, mais on a en même temps édité les journaux d'Alfred Rosenberg, sans se poser de questions. L'éditeur a demandé de l'argent à la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour éditer le journal de Rosenberg. Les rapports qui ont été faits par mes collègues historiens ont dit c'est très très intéressant. Bon, moi je préside la commission qui donne de l'argent pour les livres et pour les bourses de thèse. Et à un moment donné, où tout le monde trouvait très très bien de publier, j'ai dit ça ne vous pose pas un problème qu'il y ait
Alfred Rosenberg, journal, et le logo de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Je dis, mais ça pose quand même un problème. Donc finalement, on n'a pas donné d'argent. Mais on a quand même publié Alfred Rosenberg. Les droits ont été achetés très cher, 28 000 € plus la traduction. Ça voulait dire que l'éditeur, quand il fait cela, espère quand même gagner de l'argent, parce qu'il cherche des subventions qu'il n'a pas eues. Donc il espère que ça va se vendre. On a réédité les décombres de Rebattet aussi, avec une mission critique qui est paraît-il remarquable. Mais on sait que ça se vend. Je vais donner un petit détail. En Allemagne, comme dans d'autres pays, j'ai appris que c'était le cas de la Roumanie aussi, il est interdit de mettre des emblèmes nazis. Vous ne pouvez pas éditer Mein Kampf avec une croix gammée. Vous ne pouvez pas faire le film qui a été fait sur Hannah Arendt par Margareta von Trotta. Vous ne pouvez pas faire une affiche avec une croix gammée. Vous ne pouvez pas faire le Fritz Bauer avec une croix gammée. Vous ne pouvez pas faire le Labyrinthe du silence avec une croix gammée. Quand le film arrive en France, qu'est-ce qu'on met sur l'affiche? Une belle croix gammée, bien rouge. Enfin, on met du rouge, on met une croix gammée, on met... parce que ce n'est pas interdit en France. La France n'est pas l'Allemagne. Parfois, on l'oublie, même pour ces questions de réédition. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ce que je vois, c'est qu'en Allemagne, où le travail d'histoire, de mémoire a été tout à fait exceptionnel, on a pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne des partis réellement néo-nazis aux dernières élections. Alors, je ne sais pas. Si je savais, je ne ferais pas de l'histoire, je ferais de la politique. Voilà. Alors, on va demander à Philippe de compléter sur ce qu'on peut faire aussi. Ça tombe bien, je ne fais pas d'histoire. Donc, plein de choses ont été dites sur la réédition. Je vais peut-être me focaliser là-dessus, parce que sinon, les tiroirs vont être un peu trop nombreux et on ne sortira pas avant 3 h du matin. D'abord, moi je crois que c'est important de rappeler qu'il y a tout un tas de mythes sur les interdictions et les pas interdictions. Le mythe le plus ancré sur Mein Kampf, c'est que c'est un livre interdit, ce qui en fait un objet d'appétit et de mystère, et presque irradiant. Et notre travail, parmi d'autres, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir fait un travail sur Mein Kampf, on a été, ceci étant dit, très peu à s'être intéressé à Mein Kampf, à la fois sur le plan historique et sur le plan juridique. D'ailleurs, ça fait partie des constats qui avaient été faits et qui avaient expliqué pourquoi est-ce qu'on a monté ce groupe de travail avec Emmanuel, qu'on a appelé Initiative de prévention de la haine. C'est parce qu'il y a eu une espèce de cécité, de volonté de ne pas se pencher sur un gros morceau de la propagande, à tout le moins, qui a aidé à la commission de nombreux crimes. Alors, ce n'est pas le livre qui fait le crime, le livre a été utilisé, on le sait, d'une manière extraordinaire. Je parlais d'une sacralisation. D'ailleurs, lorsque vous écoutez le traducteur, le retraducteur en français du livre, Yili Manoni, il explique très bien qu'il était surpris de voir à quel point dans le texte allemand, il y a une somme immense de mots qui viennent de la phraséologie, du sacré, de la religion, avec comme... Alors d'abord c'est lié aux inspirations, des lectures de Adolf Hitler, qui était un très grand lecteur, au sens c'est un consommateur de livres frénétique, il lisait à peu près un livre par nuit, et je vous invite d'ailleurs à lire un livre qui m'a fasciné, et qui est un des seuls livres qui parle beaucoup de Mein Kampf, avant le nôtre. Il s'appelle « Dans la bibliothèque privée de Adolf Hitler », son nom m'échappe, mais il va revenir, et qui est un auteur américain qui vit en France, Timothy Ribak, et son livre a été traduit en français. Et donc, ce qui montre d'ailleurs toutes les inspirations. Annette parlait des interdictions, du fait qu'on ne peut pas mettre en façade la croix gammée, etc., dans très très peu de pays. En fait, il s'agit de l'Allemagne, l'Autriche, la Roumanie et récemment la Russie. Un autre mythe qui tournoie autour de Mein Kampf, c'est le mythe donc, que ce livre a été un livre interdit. En fait, la seule période de l'histoire en France
on parle de la France, pendant laquelle ce livre était interdit, c'est sous l'occupation. À la demande de Hitler, à la base, en 1934, quand il fait un procès, donc on est avant l'occupation, et il gagne ce procès, on en parle abondamment dans notre livre, puisqu'il y a une grande partie qui vous intéressera peut-être sur l'histoire judiciaire française liée à Mein Kampf, qui est très particulière, qui est exceptionnelle. Vous avez même les juges alors une date un peu bizarre quand on y pense après coup, c'est le 18 juin 1934, c'est un hasard, où les juges du tribunal de la Seine disent qu'à regret, ils jugent de l'interdiction au motif du droit d'auteur, c'est-à-dire qu'on va instrumentaliser un droit qui n'a rien à voir avec un droit de censure. Le droit d'auteur, c'est pour valoriser la création. C'est pas Emmanuel qui me contredira. Et là, on est sur un travail qui a été fait par Hitler et son éditeur, qui a voulu interdire en France seulement, pour ne pas que les Français sachent, le dessin que Hitler écrivait et donc réservé, après son accession au pouvoir, à la France, parce qu'il a nourri toute une revanche et puis aussi, anti-française. Et plus tard, en raison de la qualité de la traduction en français, le livre sera inscrit sur la liste auto. Voilà, et donc ensuite, occupation, liste Otto, qui était, je crois, le gouverneur de Paris, et qui était Otto Abate, et qui avait fait... Il n'était pas le gouverneur de Paris, il était ambassadeur. Il était ambassadeur, voilà, et qui avait, je crois, constitué une liste comme un index, une liste des livres à la censure, et donc après que les tribunaux aient jugé que la traduction française de Sorlo, qui est celle que je vous ai montrée, nouvelle édition latine, ne fut pas autorisée à la traduction, eh bien le livre tombe dans cette liste de livres censurés. Pour autant, en 1938, Fayard fait paraître une version édulcorée, de passages un peu allégés, on va dire, qui sont un peu moins violents, en tout cas qui ne reprennent pas les passages anti-français, surtout, puisque le problème c'était plutôt l'atteinte, la menace vis-à-vis de la France pour un Hitler qui avait eu un souvenir traumatique. En tout cas, c'est comme ça qu'il écrit dans Mein Kampf, de son expérience imaginaire, parce qu'il y a une partie imaginaire dans Mein Kampf, de son vécu de la bataille de la Somme. Puisqu'il explique voilà, qu'il se bat, ce qui n'est pas tout à fait vérifié, je crois, qu'il est aveuglé par les gaz, que 3 mois plus tard, il se fait soigner, il est sur l'arrière-front, je résume, hein, il ouvre les yeux, il a enfin la vue qui lui reprend. Donc là, une vision quasiment christique du récit, et il voit quoi? Il voit des médecins juifs qui s'occupent de lui, et donc c'est là qu'il décrète qu'ils ne sont pas sur l'avant-front, mais sur l'arrière-front, et donc il nourrit encore plus son ressentiment antisémite. Donc le propos qui est le nôtre dans notre travail, c'est de pouvoir essayer de proposer des outils pour déconstruire, pour expliciter, pour toutes ces versions. Je parlais il y a peut-être 95% des versions qui circulent dans le monde, et en tout cas sur Internet, puisque quand on parle de l'interdiction des insignes nazis sur la vente dans les vitrines, aujourd'hui la vitrine principale, c'est le moteur de recherche, c'est le libraire en ligne, ce sont les sites qui ne sont pas forcément bien référencés, mais qui vont être dans ce qu'on appelle le dark web également, ce sont les sites extrémistes, qui soient de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, qui trouvent que Mein Kampf répond à tout un tas de questions qui sont posées, et il répond plutôt bien. D'ailleurs, le site le plus... Alors, je n'ai pas envie de faire de la pub pour ces sites-là, mais il existe un site où Mein Kampf se trouve dans 12 ou 15 langues, sans les avertissements, évidemment. Et ce sont des sites islamistes qui sont hébergés au nord de l'Europe. Vous avez les sites de l'extrême droite américaine qui sont extrêmement bien fournis. Et puis, il y a également, si vos enfants, si vous avez un petit enfant qui est en première, par exemple, qui fait une recherche sur Hitler, qui fait une recherche sur Mein Kampf, le troisième choix sur Google, c'est hitler.org. Alors déjà, mettre en .org Hitler, c'est un message compliqué à entendre. Et pourquoi? Parce que c'est un site négationniste, pro-Hitler, mais qui ne va pas dire ce qu'il est. Parce que vous avez des sites négationnistes qui vont afficher leur parti pris. Ici, c'est un site qui va expliquer
que vous connaissez sûrement, puisqu'il y a même mon co-auteur, Jean-Marc Dreyfus, qui enseigne à l'université de Manchester, qui me dit qu'il est surpris, lui, en tant qu'historien de la Shoah, de voir que ses propres élèves viennent à lui avec des références qui sont parfois issues des sites négationnistes et qui ne sont pas pris comme tels, d'ailleurs. Et donc, lorsque vous tapez Hitler ou Mein Kampf, vous allez arriver très vite, ne serait-ce qu'en France, si votre adresse IP est en France, vers des sites qui sont parfaitement négationnistes. Et qui, sur hitler.org, Hitler, c'est quelqu'un de fantastique, qui a inventé le réseau autoroutier allemand, qui était un peintre qui n'avait pas été reconnu. Et quand vous cliquez sur les liens pour en savoir plus sur les chambres à gaz, on vous explique, et là vous avez toutes ces théories abjectes qui extrapolent sur la taille de la fumée qui ressortirait des cheminées des camps et qui prouveraient, selon leurs auteurs, que le nombre maximum des morts pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps serait plafonné à 45 000. Et c'est ça ce que l'on trouve en troisième choix sur hitler.org. Lorsque vous tapez Mein Kampf sur Amazon, si vous êtes sur le site .fr, le résultat n'a rien à voir avec le .com. Pourquoi? Parce que les textes de loi ne sont pas les mêmes et la sensibilité n'est pas la même, ce qui montre bien que la neutralité de l'Internet et des moteurs de recherche ou des commerçants en ligne prend en compte, d'une certaine manière, le point de droit ou le point de la sensibilité culturelle. Si vous tapez Mein Kampf sur Amazon.com, vous allez avoir les 30 ou 40 premiers choix qui seront des livres dépourvus du moindre avertissement critique. Or, quand un livre est dépourvu d'un avertissement critique, c'est un parti pris. Là, je suis comme vous, je mets des alertes depuis 2009. Et moi, c'est plutôt sur Mein Kampf ou sur HP. Mais il faudra que j'étende les alertes. Cet après-midi, je reçois une alerte sur Mein Kampf qui dit qu'un éditeur d'extrême droite, ce que vous disiez, allemand, dans un pays où la loi pénale empêche la republication de Mein Kampf, il y a eu tout un débat avec le Land de Bavière et l'Institut d'histoire contemporaine. Ils ont changé d'avis 3 fois, ce qui est absolument scandaleux quand on y pense en termes de lignes et en termes de messages éducatifs. Ils ont changé d'avis 3 fois pour savoir si on pouvait ou pas faire la republication sous forme critique du livre qui est sorti en janvier, qui fait 2000 pages, qui coûte 60 € et qui est acheté ou va être acheté uniquement par des gens qui sont anti-Mein Kampf, qui sont plutôt des scientifiques et qui n'ont rien à voir avec tous ceux qui vont être influencés par l'hyper-dissémination de Mein Kampf dans l'essentiel de la planète. Donc aujourd'hui arrive sur les téléscripteurs une nouvelle qui dit qu'un éditeur d'extrême droite va faire une publication des meilleurs passages de Mein Kampf en allemand et en Allemagne, contre la loi pénale allemande, parce que je pense qu'il a pensé que ça lui ferait une grande publicité d'avoir un procès, d'où la difficulté de l'instrument de la justice pour travailler aujourd'hui en 2016 sur ce travail qui est éducatif. Donc, et là, il compte le vendre à 27 € pour un livre, je vous rappelle, qui est accessible gratuitement, en un clic, n'importe où, à 27 €. Et donc, il explique dans la presse qu'il va publier what he called an unabridged edition without the good guy comments. Donc, sans les commentaires des gens, des gens qui se croient bien selon lui. Eh bien, notre travail, c'est de dire justement qu'il y a encore de la place pour un lectorat et pour un travail du lecteur actif. Parce que la manière dont on clôt notre micro-avertissement, mais qui dit plein de choses, et qui est une mise à jour de l'excellent travail qui a eu lieu en 1979, c'est qu'on dit à la fin que si vous identifiez une parution de ce livre dépourvue d'avertissement critique, veuillez le manifester à l'éditeur afin qu'il insère le présent avertissement dans la langue de la publication, guidé par un souci de pédagogie et de critique de cette incitation à la destruction. Donc c'est pour rendre par un effort citoyen, c'est-à-dire que si vous êtes un lecteur, vous allez sur un site qui n'est pas nécessairement un site extrémiste, parce qu'il existe plein de sites d'historiens, de journalistes, de blogueurs, de je ne sais quoi, qui relaient, c'est le principe des réseaux sociaux, qui relaient le contenu.
Mais si le contenu ne contient pas la moindre explication, pour ceux qui n'ont pas le dimanche à midi connu comme nous, la personne qui va expliquer ce qu'il a vécu d'une manière vivante, eh bien c'est très facile de tromper l'histoire. Et c'est pour ça que cette initiative a été pensée de cette manière. Il reste peu de temps, pardon. Un mot sur Respect Zone. Oui, alors... Avant que je te laisse la parole à Annette, et puis après... Non, parfait. Et après, je laisse quand même une ou deux questions de la part. Respect Zone, et en fait, c'est un label, que je vais vous montrer, qui... C'est peut-être la seule bonne nouvelle de cette thématique, c'est que de la complexité de faire ce travail explicatif de démembrement et de déconstruction du discours à la Mein Kampf. Je dis bien à la Mein Kampf parce qu'on s'aperçoit que tous les crimes de masse, alors je vais faire une simplification, et je crois que dans l'intérêt du temps, elle est nécessaire d'être faite, mais tous les crimes de masse sont le plus souvent précédés par une théorisation de pourquoi est-ce que le crime est utile. Parce qu'un crime de masse, ça se fait rarement tout seul. Un crime de masse, ça peut commencer avec 77 morts. Je pense à Anders Breivik, sur l'île de Utøya en Norvège. Et que fait-il avant son double attentat, son double forfait? C'est qu'il écrit un livre à la Mein Kampf, qui s'appelle 2083 pour une république de l'Europe. Il va essayer de chercher des financements auprès de l'extrême droite anglaise parce qu'il est convaincu que si, comme avec Hitler, si tout le monde lit son livre et qu'il est diffusé partout, tout le monde comprendra l'intérêt de la suprématie de la race blanche. Il échoue, il ne trouve pas l'argent, il met en ligne son livre infâme qui est aussi digeste que Mein Kampf d'ailleurs, et 4 heures plus tard, il tue 77 personnes, et aujourd'hui encore, vous le savez, il est convaincu de son fait. Lorsque l'on prend d'autres crimes de masse, qui soient ou pas qualifiés en droit de génocide, parce qu'il y a tout un débat sur une liste très étroite de ce qui qualifie ou pas, mais si on prend le génocide arménien, ce qui s'est passé au Rwanda, avec les Khmers rouges, au Kosovo, il y avait toujours un texte qui, pour les Khmers rouges, c'est une thèse en Sorbonne, je précise, qui est excipé, qui est brandi, et qui va expliquer un peu à la Mein Kampf. C'est pour ça que le travail qu'on fait contre Mein Kampf est aussi un travail qui sert pour tous les autres crimes faits ou à faire. Et quand on regarde aussi ce qui est vendu sur Amazon, qui s'appelle La gestion de la barbarie, qui est un texte qui date de 2008 et qui prédate la théorie de Daesh, on s'aperçoit qu'il existe des livres qui sont inspirés du même template, on dirait, dans un cabinet d'avocats, c'est-à-dire une espèce de matrice qui va consister à dire nous, en tant que groupe, nous sommes visés par les autres, l'autre est nommé, l'autre est animalisé, on va dire qu'il n'est pas humain, donc on va le déshumaniser, et on va dire c'est ou eux ou nous, donc eux pouvant être les juifs, pouvant être les blancs, pouvant être les roms ou quoi que ce soit, et si on ne le fait pas, ce sont eux qui vont nous tuer, et donc il faut aseptiser ceux qui sont réduits à l'état animalier. Respect Zone, c'est ce petit label, donc qui a été créé par 2 jeunes adolescents, qui est dans la charte graphique et le format octogonal d'un bouton de réseau social, sauf que ça n'est pas un réseau social. C'est en fait un site qui vous explique comment est-ce qu'on se comporte sur les autres réseaux sociaux, voté par le barreau de Paris, que je remercie, le 12 janvier dernier. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que lorsqu'on affiche ce rappel de l'intérêt de communiquer sur Internet, c'est un autre sujet que maintenant, avec respect, c'est-à-dire avec un engagement de s'exprimer sans harceler ni discriminer ou haïr. Je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas exactement ce qu'on y voit, y compris dans les campagnes pour le bâtonnat. C'est pour ça que le... Non, mais c'est exactement pour ça que les confrères Athias et Sicard se sont intéressés à ce label. C'est parce que la campagne sur les réseaux sociaux était tellement violente qu'ils ont trouvé utile d'aller
identifier leur page sur les réseaux sociaux comme étant labellisée, auto-labellisée Respect Zone. Donc c'est une œuvre de droit souple, qui est d'ailleurs un concept que le Conseil d'État aime bien, qui a fait l'objet d'un rapport en 2013, le Conseil d'État ayant été représenté au forum qu'on avait fait, je reboucle avec Mein Kampf, en octobre 2011, puisque Jean-Marc Sauvé faisait partie des 20 orateurs. Concrètement, on peut aller... Alors, concrètement, c'est un label qui est accessible à tous, qui est gratuit, que les meilleurs cabinets d'avocats et entreprises portent. Que vous pouvez afficher sur vos pages. Et qui en fait, qui affirme... qui affirme l'engagement qui est le vôtre de ne pas offenser, de ne pas harceler et de ne pas être discriminant, en fait d'être légal, d'être dans le cadre de la loi. Mais il se trouve que ce n'est pas exactement ce qu'on trouve le plus communément sur les réseaux sociaux. Je vous conseille par exemple d'aller voir ce qui se dit en ce moment sur le film de Yvan Attal, Ils sont partout. Vous verrez le degré de haine qu'on trouve sur Facebook aujourd'hui est non anonymé, c'est-à-dire avec des personnes qui sont en leur nom personnel. Et c'est assez extraordinaire. Donc c'est un outil de droit souple qui a été adopté par l'UNESCO, le ministère de l'Éducation nationale, par 400 entreprises et le barreau de Paris, et qui est à votre disposition pour affirmer les valeurs éthiques que vous incarnez. Alors, Annette, vous vouliez dire une dernière chose, puis après, juste quelque chose sur Mein Kampf. Quand il y a eu les débats, notamment avec les responsables communautaires juifs, sur la question de la réédition de Mein Kampf, avec appareil critique, ce qu'on a entendu, et ce que j'ai beaucoup entendu chez les historiens aussi, c'est-à-dire dans les milieux que je fréquente, c'était que, de toutes les façons, Mein Kampf aujourd'hui, ça n'avait plus d'effet, donc finalement on s'en foutait. Que ce soit réédité ou pas, ce n'était pas la question. Et dans les milieux juifs, on disait l'antisémitisme maintenant, c'est l'antisémitisme islamiste. Sans voir ce que vous avez très bien dit, que les antisémitismes ne sont jamais hermétiques les uns aux autres. On n'a pas eu l'antijudaïsme chrétien, puis l'antisémitisme, comme s'il y avait un pare-feu. On n'a pas un antisémitisme dans certains pays arabes ou musulmans qui serait complètement hermétique dans ces pays qui sont diffusés Mein Kampf, mais aussi, moi j'ai une très belle édition syrienne, il y a en français des protocoles des messages de Sion. C'est-à-dire qu'il y a dans ces pays-là aussi quelque chose qui se nourrit de cette prose nazie, même si bien évidemment l'histoire ne se répète pas et qu'on n'aura pas une autre fois exactement ce qu'on a eu avec voilà. Donc je pense qu'il faut aussi se battre pour empêcher que l'on dise le nazisme aujourd'hui, de toutes les façons, ce n'est plus actif. Ce qui est actif, c'est d'autres choses. Alors, j'aimerais dire que Mein Kampf n'est pas lié et ne stigmatise pas que les Juifs. Absolument. Et ça fait partie des autres mythes qui tournent autour de Mein Kampf. Mein Kampf, c'est quand même ce qui a le plus aidé en propagande à la commission de quasiment 60 millions de personnes quand on cumule l'ensemble des personnes qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 40 millions sur l'Europe. Mein Kampf, c'est aussi le principe de la suprématie des races. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que ce livre est un tel succès en Inde. L'Inde, ce n'est pas sur un motif antisémite. Il y a effectivement le régime castique qui était censé avoir été aboli, et on s'aperçoit que cette abolition ne plaît pas à tout le monde. Mais surtout, lorsque vous voyez que dans la campagne électorale de celui qui est aujourd'hui le Premier ministre du pays, qui constitue un cinquième du globe en termes de population, M. Modi, il a décrété, en tout cas son idée, ce n'était pas une idée purement antisémite, c'était de dire que si vous substituez le mot au mot juif, le mot musulman, vous résolvez le problème indien. Donc c'est plutôt une matrice de suprématie et de haine qui fonctionne et qui voudrait être transposable. Je vous arrête parce que vraiment là, moi qui ai vécu en Inde, on peut envoyer sur l'Inde et l'antisémitisme indien et les castes, mais on va peut-être prendre une ou deux questions, pardon, le racisme, etc.
Donc tout le monde, si, voilà. On prend une ou deux questions et après dans 5 minutes vous êtes invité, non pas à un verre de l'amitié, mais à aller faire signer leurs livres par les auteurs. Et puis après, aller cliquer sur les affaires de Philippe. Respectzone.org et aidsprevention.org. Voilà, mais il a apporté toute la documentation qu'il faut, normalement il est assez équipé. C'est une question peut-être candide, mais on se dit, bon, ce livre, est-ce qu'il a été une pièce, on revient chez les juristes, est-ce que ça a été une pièce dans les procès dont on a parlé, Nuremberg, Eichmann ou d'autres? Parce que c'est un brûlot. Il y a quand même, on parle là de matrice, etc. Donc il y a quand même un processus dedans. Eichmann, à ma connaissance, non. Mais Nuremberg, non, mais oui. voilà, donc c'est pas Nuremberg, du tout quelque oui. chose qui... Mais si vous voulez, on ne va pas rentrer dans les débats, mais on discute beaucoup parmi les historiens, on a beaucoup débattu de la place d'Hitler dans la solution finale. Il y a un grand débat dans les années 80 entre les internationalistes qui disaient ben voilà, tout était dans Mein Kampf et c'est Hitler et c'est en ligne directe, le génocide en ligne directe déjà contenu dans Mein Kampf, et ceux qu'on a appelés les fonctionnalistes qui expliquent comment en fait il y a une série de décisions régionales et une façon de régler des problèmes locaux qui a abouti au génocide. Donc pour les historiens, alors Nuremberg c'était hyper intentionnaliste. Donc à Nuremberg c'est vraiment et Mein Kampf est là comme mais c'était intentionnaliste de quoi? Il se trouve qu'à Nuremberg, on n'a pas jugé la Shoah. Non, voilà, donc c'était pas ils ont voulu déclarer de la même chose. La guerre. Et puis même si on n'a pas jugé la Shoah, même s'il n'y avait pas de mot particulier, le mot génocide a été utilisé, je crois, 5 fois dans tout un procès où il y a 24 et Blackstone n'était pas intéressé. 2 minutes. Voilà. Mais il en est quand même question, il y a quand même tout est exposé, les massacres des organismes. Il y a beaucoup de choses. C'est pas l'objet du procès. C'est pas l'objet du procès. Mais il y a quand même toute la criminalité nazie. Et on dit, voilà, ils ont voulu. Et en même temps, quand on juge des hommes, on est obligé de faire ça. C'est-à-dire qu'un historien qui décrit un processus n'est pas un juge, il ne va pas dire voilà, c'est un tel qui est responsable, c'est un tel qui est responsable. Il y a toute une partie du travail de l'historien qui est identique à celle du travail du juge d'instruction ou du procureur, suivant qu'on est en common law ou en droit comme ici. Mais ça s'arrête au fait que nous, en principe, on doit suspendre tout jugement. Et on n'a pas de décision à prendre. Et on n'a pas à dire de quoi la personne est responsable. Une dernière question, mais vraiment une dernière parce que voilà. Merci. Bonsoir. Ça n'est pas une question, c'est pour vous apporter une information que vous avez sans doute l'un et l'autre des intervenants, je ne sais pas. On a beaucoup parlé de l'édition critique française. Excusez-moi, on a beaucoup parlé de l'édition critique française de Mein Kampf qui était envisagée par les éditions Fayard. Donc, elle l'est toujours. Pardon? Elle l'est toujours. Oui, elle l'est toujours. Alors j'ai une information à propos, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. Je suis vice-président d'une des associations du Palais qui s'appelle le Rassemblement des avocats juifs de France. On a contacté Fayard pour savoir ce qu'il en était. Et Fayard nous a reçus et a dit à notre président qu'en fait, ils allaient traduire ce qui a été publié en Allemagne, c'est-à-dire l'édition historique, enfin de l'Institut historique de Bavière. Donc ils vont faire une traduction de cette édition critique, ils vont la faire revoir par des historiens à eux, et ils vont la publier, et beaucoup plus cher que le prix auquel c'est vendu en Allemagne, parce qu'ils envisagent un prix d'environ 200 € pour être aussi sélectif. Et il sera, d'après ce qu'on nous a dit, je ne sais pas du tout ce qu'il en sera dans l'avenir, effectivement, concrètement, mais d'après ce qui nous a été dit, les critiques seraient indissociables du texte même, et il serait impossible de le transférer sur Internet et de séparer le texte de l'appareil critique qui ira autour. Voilà.
l'information que je vous livre, je ne sais pas, puisque de toute façon, ça sera certainement concrétisé dans plusieurs mois, donc je ne sais pas du tout ce qui en sera. Je vous propose, de continuer cette conversation de façon moins formelle. Je voudrais d'abord remercier infiniment quand même Annette Vivorca et Philippe Cohen d'avoir accepté de participer à ce débat qui partait dans tous les sens mais qui était passionnant. Parce que vous êtes passionnés et que vous êtes passionnants. Je vous remercie vraiment. On les applaudit parce que ça se fait. Voilà, merci. Vous rappelez que leurs livres, notamment, alors il y a Le Moment Eichmann, et pour en finir avec Mein Kampf, sont en vente au fond du musée là-bas dans la partie Ancien Régime. Et vous rappelez aussi, vous informez aussi que le 1er juin prochain a lieu la 6e audition contradictoire donc, du musée du barreau de Paris autour des prisons. Avec notre consoeur Delphine Goisel, qui est présidente de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, et Marion Lachaise, qui est une photographe, auteur, qui a fait un livre formidable, un livre en réalité augmentée qui s'appelle L'œil de Clairvaux, sur ce que c'est que la prison de Clairvaux, dont le ministère de la Justice a annoncé d'ailleurs qu'il allait enfin la fermer. Et puis le 27 juin, nous accueillerons, la date a été décalée, parce qu'il y a des tas de choses organisées par notre bâtonnat. Donc le 27 juin, nous recevons François Gibault, mon prédécesseur, qui est conservateur honoraire donc, du musée du barreau de Paris, pour son livre consacré aux avocats pendant la guerre de 14-18, qui paraît chez Gallimard. Et il sera en binôme avec notre confrère Emmanuel Romanowski, qui est président, très jeune, des anciens combattants du Palais. Il nous dira ce qu'il a combattu, parce qu'il est vraiment très jeune. Voilà. Les opérations extérieures. Les opérations extérieures, mais comme on dit, les théâtres extérieurs. Les théâtres extérieurs. Voilà, donc 1er juin, 27 juin, et puis donc les livres ici, vous pouvez continuer à parler avec eux, et puis vous pouvez enfin regarder l'escalier classé avant de partir et de refermer la porte derrière vous. Merci d'être venu.